écoute, comment, ça va cet après-midi? Allez, un petit peu d'énergie dans la salle. Je sais que c'est, la dernière séance pour la journée, mais avant d'inviter, les panélistes, j'aimerais vous demander de vous lever et de un peu bouger, voilà. OK, essayez de vous bouger, circuler le sang. Bon, on est prêt. Je m'appelle Natasha Del Toro, je suis journaliste basée aux États-Unis et je suis ravie d'être ici parmi vous. C'est vraiment un groupe puissant de femmes et je crois que tout est possible quand les femmes se rassemblent. Je veux commencer par reconnaître le peuple Wurundjeri Woi-wurrung de la nation Kulin, les propriétaires traditionnels de cette terre. Je rends hommage aux anciens présent et passé, et je reconnais que la terre n'a jamais été cédée. Je viens du Porto Rico et ma famille a éprouvé les effets du colonialisme. Notre panel aujourd'hui, ça parle de comment construire des économies qui peuvent vraiment garantir le care à la prospérité. Et lors de ma préparation, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passerait si les femmes arrêtaient de travailler pendant une journée?» C'est exactement ce qui s'est passé en 1975 en Islande. Les femmes ont fait la grève. Elles ont arrêté leur travail payé, et elles ont également arrêté leur travail à la maison, le ménage, gérer les émotions de toutes les personnes, toutes les tâches qui facilitent la vie. Et imaginez-vous ce qui s'est passé. Le pays a presque failli arrêter. Si le travail des femmes est tellement essentiel, pourquoi souvent on a l'impression que ça ne compte pas? Pourquoi on n'investit pas dans le travail des femmes comme infrastructure essentielle? Mais la vérité, c'est que les gouvernements, tous les jours, décident quoi financer et quoi ne pas financer et quel travail est valorisé. Tout le monde ici sait que le travail des soins et des services euh, sont toujours les premiers budgets coupés. Et le fait qu'il y a les présomptions que ce travail va continuer gratuitement, c'est pas juste. S'il y a une clinique qui est ferme, il y a toujours du travail à faire. S'il y a une école qui est trop chère ou il y a un autre problème, une fille est souvent la personne qui est retirée. Souvent, le fardeau est transféré aux familles et aux services et aux communautés, qui ont déjà beaucoup de travail. Tout cela limite la capacité des femmes de participer pleinement à la vie et ça met en lumière vraiment le coût de gérer la société. Mais en même temps, on n'entend jamais des gouvernements. On n'a pas assez d'argent pour la guerre, pour acheter des armes. Et aux États-Unis, par exemple, oui, on ne peut pas décider de réduire les taxes pour les riches. Il y a toujours des dettes à payer. C'est une question de priorité. Et aujourd'hui, on va nommer ces choix. On va parler de qui paye le prix de ces choix et quel système perpétue cette inégalité. On va également parler de solutions parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une occasion de parler et de nommer ce qui ne fonctionne pas. On va parler de ce qui est possible. Et donc, j'aimerais maintenant introduire notre panel et je vous rappelle que l'interprétation est disponible à travers l'application. Donc, nous avons Mère Joy Belmonte, la maire de Quezon City aux Philippines.
Nous avons Julie Rock, qui est directrice de Humanité Barbados. Bonjour. Nous avons Susan Thomas, qui est avec l'association en Inde des femmes auto-entrepreneurs. Et nous avons Stephanie Harvey, le PDG de Community First Development. Je suis très contente que vous soyez là. Aujourd'hui, on va parler de qui porte le fardeau et le coût de ces choix économiques. On va passer de l'expérience vécue vraiment sur le terrain, comprendre quels systèmes sont en jeu et puis je veux passer juste à ce que les gouvernements puissent réellement faire. Et pour commencer, je veux commencer ici en Australie. Ici, tous les jours, au quotidien, Stéphanie, je veux commencer avec vous. Vous êtes le PDG d'une association caritative qui travaille avec les communautés aborigènes ici en Australie. Pouvez-vous nous aider à comprendre le rôle central dans l'économie du care ici en Australie? C'est vraiment une bonne question pour commencer. La colonisation n'a pas arrêté. Les impacts sont passés de la violence des guerres, des frontières, et maintenant la colonisation est enracinée dans les systèmes qui ne permettent pas de s'épanouir. Et toutes les lacunes sont vraiment comblées par les femmes aborigènes. On doit faire face à ces écarts et on doit naviguer des systèmes qui n'ont pas été conçus pour nous soutenir. Il y a des questions autour de la justice sociale, l'incarcération, le soin des personnes âgées, les jeunes. On essaye de naviguer ces systèmes qui ne sont pas accessibles ou abordables ou même sûrs au niveau culturel. J'aime que vous parlez de colonisation et je sais que c'est vrai que en Porto Rico, c'est vrai, ça me touche aussi. Quelles sont les pressions que les femmes avec qui vous travaillez doivent faire face au quotidien? L'impact est les taux plus élevés de suicide pour les jeunes, les taux d'incarcération très élevés, ça veut dire le chômage de longue durée, les solutions de logement qui ne sont pas acceptables. Et on a du mal en tant que femme, on a du mal à rassembler nos familles et prendre soin de nos communautés d'une façon qui n'est pas comprise à travers les politiques, les programmes mis à disposition par le gouvernement ou le domaine philanthropique. Donc, les femmes peinent à vraiment combler ces écarts. On veut tous la même chose, on est mère, on est tante, on est grand-mère, on veut que nos familles soient en sécurité, on veut que nos familles soient heureuses. Quand les gouvernements disent qu'ils soutiennent la justice économique des Premières Nations, qu'est-ce qu'ils ne font toujours pas bien? Combien de temps on attend pour discuter? 5 minutes. Hein? À mon avis, ce qui ne font pas bien, c'est le fait qu'ils pensent qu'il y a une solution pour tous et ils ne comprennent pas qu'on a besoin de l'investissement des services portés par les communautés et l'infrastructure, les investissements dans le renforcement des capacités. Nous avons les solutions, mais on a besoin de soutien pour les mettre en place. Mais le gouvernement et le domaine philanthropique ne comprennent pas que quand ils vont donner de l'argent aux ONG ou aux organisations qui ne sont pas autochtones,
ils sont en train de faire obstacle à l'industrie des affaires autochtones. Et on n'est pas, euh, on n'est pas appuyé, on n'a pas le soutien. Merci. Susan, je veux vous parler maintenant aussi parce que vous travaillez aussi avec des organisations à la base. Vous travaillez avec un syndicat en Inde dans le secteur informel qui représente une partie énorme de la force du travail, 80%, je crois. Donc, c'est vraiment une partie importante de l'économie, par exemple les vendeuses de légumes, d'autres emplois, mais beaucoup de leur travail n'est pas compté formellement. Comment est-ce que vous rendez visibles les contributions des femmes alors que leur travail ne fait même pas l'objet d'un suivi? Quand les modèles économiques excluent le travail non payé des travailleuses domestiques, euh, ça veut dire que pour notre organisation, les membres de notre organisation, ça a pour conséquent des réalités et leur travail au quotidien n'est pas bien représenté. Et les femmes passent des heures à gagner de l'argent, à cuire, faire des repas, à s'occuper des autres, mais seulement le revenu qu'elle est payée et même le secteur informel n'est pas compté. Que ce soit payé ou non payé, c'est pas compté, ça disparaît. Ça, c'est vraiment la réalité. Et en fait, de notre propre expérience que nous avons vue, et tout le monde ici, si on nous demande, on va dire seulement notre emploi payé. On ne va pas parler de ce qu'on fait à 5 heures du matin et à 11 heures du soir avec la famille. Ça, c'est la réalité qui est aussi enracinée dans la culture et dans les traditions. Et nous, on oublie aussi. Et qu'en est-il des travailleuses informelles? Ce qu'on voit, les décisions politiques, il y a vraiment une déconnexion de la réalité. Et pour la plupart, les budgets ou les politiques d'emploi sont justifiés par le PIB ou d'autres indicateurs. Mais moi, je ne suis pas économiste, mais je comprends l'économie en tant que femme. Je comprends que je travaille 15 heures par jour, mais ce n'est pas compté. Je sais ça. Mais quelque part, ce n'est pas reconnu du tout. Mais avec notre organisation, on reconnaît que le travail impayé des soins est un obstacle pour leur travail, pour leur capacité à agir économique. Donc, on a établi des coopératives. On l'a identifié comme problème. On a, par exemple, dans les soins des enfants, l'éducation, dans les produits laitiers, l'agriculture, il y a des coopératives partout en Inde. Et ce qu'on a vu avec ces structures, c'est que la solution n'est pas d'essayer de traiter les questions séparément. Il faut les relier et le regarder ensemble. Tout est connecté, que ce soit la subsistance, la garde d'enfants, tout est connecté. Mais quand on a un modèle descendante, il y a des silos. Avant, je parlais avec Joy, il y a des ministères, il y a des départements dans le gouvernement, au sein des administrations. Il n'y a pas de convergence, mais sur le terrain, on a besoin d'apporter ça. Seva ne se contente pas d'aider ces personnes. On essaye de développer un environnement et un écosystème dans le cadre duquel les femmes peuvent vivre, travailler avec dignité et s'épanouir et croître conjointement dans le cadre de cette coopérative. Donc, par exemple, la coopérative de la garde d'enfants aide les femmes à retourner au travail et ces revenus les aident à accéder à des services de santé, à la nutrition.
Et notre organisation nous aide à renforcer notre pouvoir de négociation collective. Donc tout cela est interconnecté. Nous devons travailler de concert afin d'y parvenir. Et depuis 5 décennies, eh bien, l'on essaye de montrer que les infrastructures de soins doivent être développées si l'on veut donner aux femmes les moyens d'agir, si l'on veut qu'elles aient des revenus meilleurs, si l'on veut qu'elles soient protégées, si on veut qu'elles puissent se faire entendre, il faut des structures de soins. Et cela est extrêmement important. Il faut impliquer ces femmes. Et c'est ce que l'on essaye de faire avec ces coopératives. L'on essaye d'aider ces femmes à répondre à ces problèmes. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que l'on voit encore et encore et encore se reproduire? Le travail des femmes ne compte pas. Notre travail ne compte pas. Donc, vous essayez de décrire une réimagination des sociétés lorsque les gouvernements ont des manquements. Vous essayez de combler les lacunes ici. J'aimerais m'adresser à la maire Joy Belmonte parce qu'elle peut nous dire ce que peuvent faire les gouvernements. Vous êtes la maire de la ville la plus peuplée des Philippines, Quezon City. Vous avez été en mesure d'établir une infrastructure de soins. Et à quoi cela ressemble au niveau de la ville? Eh bien, nous avons mené des efforts vraiment délibérés, mon équipe et moi-même, dès le début. Lorsque j'ai commencé ma carrière en politique, je passais beaucoup de temps avec les communautés de base. Toujours ils n'avaient pas l'impression que le gouvernement les soutenait ou que le gouvernement travaillait à leur service. Et j'ai fait cette promesse aux personnes. Et il était très clair pour moi que lorsque j'ai obtenu ce poste, j'ai été élue, ma première priorité était un gouvernement mettant l'accent sur les personnes pour ne laisser personne de côté. Et c'est exactement ce que l'on a fait. D'abord, on a veillé à ce que notre santé budgétaire était bonne. Tout revient à la question du budget au final. Je suis également une partisane de la bonne gouvernance, ce qui peut être une contradiction, mais dans le sud mondial, la gouvernance n'est pas forcément bonne. Il faut donc adapter les principes de transparence, d'adaptabilité, de redevabilité, de participation des personnes, des bonnes valeurs de ce type. Et ce faisant, en l'espace de 6 ans, l'on a été en mesure de doubler le budget de notre ville sans imposer de nouvelles taxes, sans lever de nouveaux impôts ou sans nouveaux crédits. Simplement avec la bonne gouvernance, en mettant un terme à la corruption dans notre ville. Par ailleurs, d'ailleurs, je salue tous les Filipinos qui sont dans la salle et la communauté philippino-australienne. Ce faisant, nous avons non seulement doublé notre budget, mais nous avons également augmenté de 20% le budget alloué aux services sociaux. Et nous avons également triplé le budget attribué aux services sociaux par rapport à 2019 quand j'ai pris mon poste. Les budgets alloués aux soins ont également augmenté et nous avons également consenti des efforts pour veiller à atteindre les communautés les plus marginalisées. Donc, nous avons maintenant des programmes de soins pour les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, mais les femmes en détention, les femmes atteintes de VIH, les travailleurs migrants. Nous avons des programmes pour les enfants qui vivent, dont les parents travaillent à l'étranger, des programmes pour les personnes de la communauté LGBTQIA et de nombreux autres programmes, notamment pour les collecteurs des déchets. Donc nous avons différents cadres. Nous travaillons dans 23 secteurs avec des organisations de la société civile et nous avons des processus que l'on appelle budgétisation participative qui veillent à ce que les personnes puissent contribuer au processus de budget.
Et nous savons ainsi que les programmes et les politiques que nous mettons en place répondent réellement aux besoins des personnes. Vous avez adopté une approche donc complètement différente, bien plus basée sur la collaboration. Vous parliez d'approche descendante tout à l'heure. C'est vraiment une manière différente de réimaginer le fonctionnement d'une ville. Quelles ont été les conséquences politiques et financières pour vous de ces choix? J'imagine que vous n'avez pas forcément reçu beaucoup d'aide des échelons national et international. Comment avez-vous fait cela et qu'est-ce que cela vous a coûté d'un point de vue politique et financier? Ce qu'il a fallu, c'est de la volonté politique, une grande volonté politique de ma part. Et à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de contredire les traditions politiques existantes. Et dans mon pays, les Philippines, la tradition politique est vraiment basée encore sur le patriarcat. Et les personnes qui ont besoin de soins ont souvent les voix les plus faibles. Et les politiques répondent aux voix les plus fortes, aux voix les plus influentes et aux personnes qui ont probablement voté pour eux, en fait. Alors que nous avons dit non, tout le monde mérite des soins. Les soins sont un droit humain fondamental et les soins ne devraient pas être politisés. C'était difficile au début, bien sûr, mais vous savez, en fait, lorsque l'on commence à parler de cette manière, il y a de nombreuses personnes qui se mettent à vous soutenir et à croire en vous. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'opposer au modèle traditionnel. Et c'est ce que veulent les personnes également. Cela semble de bon sens de penser que l'on a besoin d'un système qui prenne soin des personnes et qui valorise leur travail. Suzanne, ça me rappelle ce que vous disiez. Qu'est-ce qui est différent ou qu'est-ce qui manque dans la manière dont nous encadrons généralement ce problème? Vous nous avez présenté votre approche. En quoi est-elle différente? Micro. En effet, il faut prendre en compte la communauté et essayer de gagner leur confiance. Et c'est un excellent exemple, mais en général, ça ne fonctionne pas. Donc, si l'on en revient à la question des femmes, il faut faire en sorte que les femmes et les filles soient au centre des décisions, au centre des décisions en matière de conception. Les gouvernements doivent parler avec ces femmes, avec ces filles, se mettre en contact avec elles et faire en sorte qu'elles ne soient pas des bénéficiaires passives, mais des citoyennes actives qui sont impliquées dans la conception, dans la mise en œuvre et dans la totalité du système. Et nous avons appris que les femmes sont présentes dès le début, elles peuvent identifier les obstacles très rapidement et elles font confiance au système, elles l'utilisent, elles l'adaptent et elles le maintiennent au fur et à mesure. Donc il est vraiment très important d'impliquer les femmes. Au niveau, les gouvernements nationaux n'ont pas nécessairement besoin de répliquer ces modèles tels que celui de Saba, des modèles descendants, mais ils doivent créer les conditions, les environnements permettant à ces modèles de survivre, d'être soutenus, d'obtenir les finances dont ils ont besoin et de croître au niveau local. La société civile réalise beaucoup de travail au niveau international, partout. Il faut donc les soutenir au niveau local et les fonds doivent être mis à leur disposition au niveau local et ils doivent également avoir le pouvoir décisionnel au niveau local. Merci Julia. J'aimerais maintenant vous impliquer dans la conversation. Vous représentez la génération future. Et vous et vos pères sont celles et ceux qui vont hériter de ces systèmes de soins, de la dette énorme et du coût énorme de l'inaction climatique. Et je suis désolée de vous mettre autant de pression. Vous êtes militante pour les adolescents à la Barbade. Lorsque le travail des femmes est sous-valorisé et sous-financé, quel impact cela a-t-il sur les vies des femmes et des filles? Merci de cette question. Eh bien, l'on pourrait dire qu'il s'agit d'injustice économique. À mon sens, l'injustice économique, notamment de ce que je vois les jeunes femmes caribéennes,
Il s'agit de travail extractif. C'est une caractéristique persistante et continue du développement néocolonial. Et l'on assigne aux femmes le rôle d'être les soignantes, les travailleuses domestiques. Il s'agit également de ségrégation professionnelle et par conséquent, de nombreuses femmes caribéennes ont été reléguées à des rôles principalement de service dans la restauration, par exemple, qui sont caractérisés par des salaires extrêmement faibles, des conditions de travail abominables, des emplois saisonniers. Et la plupart de cette valeur n'est même pas prise en compte dans l'économique, alors que les pays de Caraïbes reposent à 80% sur le tourisme. Il s'agit de l'industrie la plus importante dans la région. Et malgré tout, pour chaque $100 gagnés, 20% restent dans les économies. Par exemple, en Jamaïque, 4,3 milliards de dollars des États-Unis ont été générés. Et malgré tout, en 2025, le salaire minimum était inférieur à $3 de l'heure. Cela signifie que les femmes vivent dans des situations de pauvreté. Cela prolonge la dépendance financière des jeunes femmes. Elles doivent travailler dans des conditions peu sûres. Cela a un impact sur leur famille. Lorsqu'elles ont des inspirations, elles ne peuvent donner la priorité à leur épanouissement sans en subir en matière de précarité financière et de dépendance économique. Et nous avons également un accès inégal au crédit. Nous avons des idées brillantes. Cependant, nous n'avons pas accès aux finances. Les institutions bancaires internationales donnent accès à des critères tels que les actifs, des emplois dans l'économie formelle. Et l'on voit qu'au contraire, les femmes n'ont soit pas accès à des crédits, soit elles ont accès à des crédits avec des conditions de prédation. Et dans mon pays, la Barbade, seuls 16% des entreprises sont menées par des femmes. L'on voit également dans la région une forte discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. Je suis moi-même une personne en situation de handicap. De nombreux pays ont ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap, mais il n'y a aucune sauvegarde pour veiller à ce que les services reçoivent la priorité et les personnes en situation de handicap puissent avoir des bénéfices de sécurité sociale et notamment leurs soignants pour veiller à ce que leurs besoins soient reconnus. J'aimerais vous poser une question. Vous avez des connaissances très complètes de la situation. À quoi pourrait ressembler une économie plus juste et quels seraient les impacts pour vous et votre génération? Est-ce que les dirigeants politiques qui prennent ces décisions, si les décideurs politiques devaient vous rendre des comptes directement, eh bien, il faudrait changer les critères. L'on ne peut se reposer uniquement sur des indicateurs quantitatifs. Et les services ne devraient pas être fournis contre la vie humaine. Il faut promouvoir la participation des jeunes filles, leur redevabilité également, dans tous les processus décisionnels. Nous avons besoin également de modifier l'économie politique mondiale
pour faire en sorte que les petits États en développement n'aient pas à se justifier pour garantir la survie de leur population. Il faut modifier les mécanismes de redevabilité afin que le financement ne s'intéresse pas uniquement aux priorités des élites. Merci, Julia. Je crois que vous avez un futur dans le domaine politique ou des services publics. Est-ce que la réponse est le travail des femmes devrait être payé? Et si c'est le cas, quel est le problème? Qu'est-ce qui nous empêche de faire de cela une réalité? Est-ce que le travail domestique des femmes devrait être payé? Je crois que le travail de toutes les femmes devrait être payé. Le travail payé et le travail non payé, le travail domestique. Comme mes collègues le disaient, notre travail, notre journée de travail ne se limite pas à 8 heures du matin à 17 heures l'après-midi. C'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une responsabilité que nous acceptons heureusement, avec joie. Mais nous devons travailler avec les fournisseurs de services et les gouvernements pour qu'ils comprennent la valeur que les femmes apportent à la communauté, à leur famille, mais également à l'économie. Où serait-on sans nous? Oui, exactement. Et il y a également de nombreux obstacles. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que le travail des femmes devrait être rémunéré? Micro. Il faut reconnaître que les services de soins sont le fondement de tout. Cette conférence ne pourrait avoir lieu sans soins. Tout est rendu possible grâce aux soins, grâce au travail invisible des femmes. Si ce n'est pas compté, ce n'est pas financé. Mais le financement doit refléter ces éléments. Et si le financement le reflète, alors à ce moment-là, les femmes et les filles cesseront de porter le fardeau d'une économie qui dépend d'elles, mais qui n'investit pas en elles. Et je suis complètement d'accord. Mais alors, quels sont les obstacles? Comment est-ce que l'on change cela? Je pense en effet que le travail des femmes doit être payé. Et lorsque l'on dit le travail des femmes, on dit bien sûr, on parle du travail domestique, de l'élevage des enfants, etc. Et il faut pouvoir en redistribuer une part de ce travail également sur les épaules des hommes, parce que sinon on va finir par appeler cela le travail des femmes. Le travail domestique, ça doit être aussi le travail des hommes, parce que les hommes sont également concernés par le foyer. Donc il faut répartir mieux ce travail. Et il est plus facile de le dire que de le faire, bien sûr. C'est facile de dire qu'il faut payer le travail domestique, mais si on le distribuait, si on le répartissait un peu plus également, ce serait moins un problème. Deuxièmement, il y a des tendances. Dans mon pays, par exemple, le travail domestique, prendre soin des personnes âgées, des enfants, c'est une tradition familiale. Vous faites davantage d'enfants parce que vous en aurez un ou deux qui pourront prendre soin de vous. C'est une espèce de barrière, cet état d'esprit de s'attendre à ce que ces enfants prennent soin de soi lorsque l'on sera plus âgé. Il faut changer cet état d'esprit. Et il faut un déclencheur. Par exemple, l'on a une population vieillissante. Mais en plus de la population vieillissante, l'on a beaucoup moins un taux de fertilité bien moindre. Donc, il y aura moins de personnes pour prendre soin d'un nombre croissant de personnes âgées. Et c'est un problème international, ce n'est pas qu'aux Philippines. Et en plus de cela, il y a le fait que nombre d'autres femmes sont éduquées et elles veulent donc rentrer sur le marché du travail. Et si elles le font, eh bien, la dynamique du foyer va également être impactée. Elles vont être doublement pénalisées. Il faut donc ajuster cela. Et il y a également la diaspora de femmes philippines qui travaillent à l'étranger en tant que travailleurs domestiques. Le changement climatique affecte également les femmes de manière disproportionnée par rapport aux hommes. Cela étant dit, c'est un déclencheur parfait.
Il faut créer des emplois pour les femmes, pour que Le travail payé devient payé parce qu'il y a de la valeur dans ce travail. Il est maintenant reconnu comme un travail important qui doit être rémunéré et de façon publique. Et aux Philippines, on exporte les travailleuses de soins dans le monde. Et ça, c'est ironique parce qu'on exporte ces travailleuses des soins et il y a des 30 000 personnes qui travaillent autour du monde et ces personnes sont des femmes. Et on a maintenant un programme pour eux à Quezon City où le gouvernement national prend soin de leur sécurité sociale et nous, on prend soin de leurs enfants parce que ça, c'est le coût social de ces travailleurs dans le diaspora. Les enfants payent le prix, mais on a un programme pour s'occuper des enfants. Mais l'objectif, c'est de ne pas laisser partir ces femmes, qu'elles ne quittent pas les Philippines, qu'elles ont des opportunités et l'accès à des emplois, à des salaires dans leur propre pays pour pouvoir s'occuper aussi de leur famille et qu'elles sont compensées. Donc, alors, quand on parle du travail rémunéré des femmes, c'est pas que vous allez être payé pour être une maman, mais c'est le fait qu'il y aura la création d'emplois qui va vraiment soulager le fardeau pour les femmes et les responsabilités de soins des personnes malades ou des personnes âgées. Qu'est-ce qui changera si les soins étaient traités comme des infrastructures, comme par exemple l'énergie, les transports? Et qu'est-ce qui changera? Je pense que plus d'hommes vont travailler dans l'économie des soins. Il y a dans mon pays une stigmatisation autour des hommes qui restent à la maison, qui s'occupent du ménage parce que c'est leur femme qui a l'emploi. On va penser qu'ils ne font rien. Et ça, c'est le problème. Et les hommes ont cet ego. Ils sont censés être là pour subvenir aux besoins de la famille. Mais si l'économie des soins est vraiment reconnue et si on ne peut pas avoir la prochaine génération sans cette économie des soins, je pense qu'il y aura, et s'il y aura de la rémunération, la compensation pour ce travail, je pense que les hommes vont se joindre à ce travail. Je dirais aussi que je pense qu'une partie de la solution pourrait être une plus longue congé paternité pour les hommes, dans le sens où les hommes sont également dans le système et devraient porter le coût de la garde des enfants, au-delà de juste 2 ou 3 semaines qui sont fournies dans plusieurs pays. Ça veut dire également que ça permet aux femmes de ne pas devoir retourner au travail tout de suite, mais qu'elles ont également la protection et ne pas avoir vraiment le sentiment qu'elles sont seules dans cette... Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de politiques, beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place et je vais essayer de un peu conclure ici. Mais quand vous voyez les économies qui sont en difficulté, quand leur économie est l'argent est dépensé sur le conflit, certes, les réductions, souvent, les premières réductions sont aux services sociaux. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter que ça se passe comme ça? Au niveau de notre ville, nous avons une certaine autonomie sur nos fonds et comment ces fonds sont dépensés. On peut arrêter certains projets comme des projets d'infrastructure et quand on a des situations difficiles, on met plus d'argent dans l'économie des soins. Et pour terminer, y a-t-il des leçons
que d'autres gouvernements euh, puissent prendre de ce que vous avez fait à Quezon City. Notre cité, notre ville est vraiment une référence pour d'autres villes dans les Philippines et dans d'autres pays pour que d'autres pays puissent venir voir ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé dans ce travail pionnier qui a eu des bénéfices pour nos populations. Et on veut être une ville qui vraiment enseigne ces bonnes pratiques aux autres. Je pense qu'on va finir là. C'était vraiment une conversation fascinante. Merci pour la discussion, tout le monde. Vous avez nommé qui porte le fardeau de ces décisions économiques, mais ce ne sont donc pas des décisions abstraites. On se rend compte que ces choix pourraient être faits de façon très différente. Merci beaucoup. Et je pense que maintenant, on va passer à la prochaine. Merci beaucoup. Donc, on va passer au panel suivant. On a parlé de qui porte le fardeau de ces choix économiques et fiscaux. On veut vraiment maintenant regarder les règles mondiales qui figent et empêchent l'inégalité de progresser. Donc, pour notre prochain panel, on a le Dr Amrita Kapoor, qui est PDG de WILPEF. On a Aptagar, chef de politique sur le centre des recherches. On a Fiana Elbab, qui travaille sur les droits à la justice économique. Et on a Ruth Kwanzing, qui est ministre pour la jeunesse, le sport et les affaires sociales au Kiribati. Bienvenue. Donc, la deuxième partie. Dans la première partie, on a entendu vraiment l'expérience vécue et des organisations à la base et qui portent le fardeau de ces décisions fiscales. Et pour ce panel, je veux vraiment discuter de l'architecture mondiale qui vraiment perpétue l'inégalité et peut-être comment on peut défaire ça pour créer une économie plus juste pour tout le monde. J'aimerais commencer avec vous, ministre. Donc, votre pays doit faire face aux conséquences des règles que le pays n'a pas conçues, avec les changements climatiques, l'augmentation du niveau de la mer et une grosse dette aussi liée à tout ça. Et quand un gouvernement n'a pas de marge de manœuvre fiscale à cause de ces pressions, qu'est-ce que cela signifie pour les filles et les femmes au quotidien? Avant de commencer, je pense que ce sera intéressant de regarder à ces contraintes budgétaires. Quand on parle des pays en développement, nous avons des budgets très serrés. Moi, j'ai le bénéfice d'avoir vu tout le trajet. Donc, j'ai travaillé dans le domaine humanitaire. J'ai été un expert technique dans le développement, le travail de développement. Et maintenant, je travaille au gouvernement. Donc, j'ai vu ces contraintes à travers tout le système. Et maintenant que je suis au gouvernement, je peux voir pourquoi il y a tellement de défis. Imaginez-vous si vous avez un revenu, par exemple, de 400 millions de dollars, ce qui est assez courant pour les îles Pacifiques ou les pays en développement. Donc, ça veut dire pour être rentable, il faut avoir un budget qui est égal les dépenses. Donc,
ça ne laisse pas beaucoup de place pour les aléas, les chocs climatiques. Et ça, ce sont des choses inattendues. Et on ne peut pas vraiment budgétiser pour des choses comme les cyclones, la sécheresse, même l'inondation des zones côtières. Ça veut dire qu'on peut couvrir nos dépenses liées au fonctionnement du pays, mais on n'a plus d'argent pour les catastrophes naturelles et les filles et les femmes qui sont en première ligne de changement climatique et doivent gérer ces impacts. Ça veut dire que le financement n'est pas disponible de la part du gouvernement, mais c'est aussi difficile à obtenir à travers les sources multilatérales parce que les sources multilatérales soutiennent les gouvernements. Donc, l'argent n'arrive pas à ceux qui sont en première ligne et ça n'arrive pas aux ONG et aux autres organisations de base. Ces organisations se concurrencent pour des fonds limités, des subventions qui sont disponibles. Et donc, le travail à faire, c'est de vraiment repenser ces financements. Le financement qui est conçu pour soutenir le changement climatique, pour assurer que ça arrive à ceux qui ont réellement besoin. Et quel impact au quotidien alors pour les filles et les femmes au Kiribati? Les femmes en particulier, au niveau des chocs climatiques, c'est les femmes qui vont répondre à ces impacts sévères. Quand nous avons des inondations côtières avec les marées, ça veut dire que la marée vient vers la terre et ça va inonder les maisons, les écoles. Sur mon île, j'ai une école qui est inondée de l'eau jusqu'aux genoux. Et quand cela arrive, c'est les femmes qui sont les plus impactées. Parce que comment est-ce qu'elles vont trouver de l'eau? Où est-ce qu'elles vont... Comment elles vont trouver à manger pour nourrir leur famille? Mais les femmes font déjà ça. Mais le défi, c'est comment est-ce qu'on peut les soutenir dans ça? Et au niveau des financements et les obstacles au financement, par exemple, pour protéger cette école, il faut ramener des engins pour déplacer de la terre pour protéger l'école. Et $1 500, c'est pas énormément d'argent, mais si on est une communauté qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup. Alors, si les mécanismes de financement n'ont pas la flexibilité de répondre aux catastrophes, ça veut dire que les pressions sur ces familles continuent. Et au sein de la famille, ça crée aussi des défis et des pressions. Les femmes n'ont pas le soutien dont elles en ont besoin, mais ce stress sur la famille peut augmenter les questions de violence basée sur le genre et les organisations qui gèrent ces impacts sont les mêmes organisations qui peinent à accéder aux financements. Un autre exemple, les organisations de capacité économique qui essaient de former les femmes au niveau de l'entrepreneuriat et ces programmes ces organisations aussi peinent à obtenir des financements dont ils ont besoin et donc ils ont du mal à vraiment donner cette capacité aux femmes. Il y a des opportunités, il y a des programmes, mais souvent le financement est le problème. Oui, effectivement, le financement est souvent problématique. Vous avez eu besoin de quoi du système international alors? Nous avons besoin de plus de flexibilité, plus de compréhension. Et quand vous pensez au mécanisme de financement climatique, on met des années pour pouvoir accéder et être octroyé ces financements. Et je sais qu'il y a beaucoup d'îles au Pacifique qui sont encore en processus de préparation. On a besoin
que ces programmes reconnaissent que ce n'est pas que les gouvernements qui répondent aux questions. Et parce que ces mécanismes de financement sont centrés sur la protection des infrastructures publiques, non pas sur les communautés. Donc, c'est ça, ce changement qu'on a besoin de mettre en place pour pouvoir avoir la flexibilité d'aider les familles. Vous décrivez comment vous vivez dans le cadre de ces contraintes. Mais maintenant, j'aimerais un petit peu prendre un peu plus une vision plus large et parler de quelles réalités globales sont créées et comment les priorités sont décidées. Vous avez vraiment de l'expérience dans ce domaine. On sait que les dépenses militaires au niveau mondial sont vraiment au plus haut niveau depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ces dépenses militaires explosent comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investissement dans le secteur des soins? Merci beaucoup pour cette question et je crois que ça vient complémenter les autres réponses pour se demander comment peut-on dépenser l'argent que nous avons pour avoir plus d'impact. Et ça, c'est vraiment aborder une question plus large. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de financement pour aborder ces questions? Quand en parlant de dépenses militaires, il y avait un rapport il y a 2 jours sur les dépenses mondiales et une augmentation de 2,9% jusqu'à 2,8 trillions de dollars. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce chiffre énorme? Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, la Russie sont les pays qui dépensent le plus, jusqu'à 58%. Mais ce montant, 2,8 trillions de dollars, pourrait, dans 3 à 4 ans, couvrir l'éducation universelle, l'école, les soins de santé universels. On pourrait éradiquer la pauvreté extrême. On pourrait financer la transition énergétique. On pourrait mettre en place l'adaptation climatique. Et si on prenait ces dépenses, on pourrait vraiment résoudre tellement de problèmes structurels. Et je dis ça parce que ce que cela veut dire, c'est si on contraste ça avec ce qu'on voit aujourd'hui, le monde est vraiment à un point critique. On a plus de conflits armés que jamais. On a tout ce qu'on fait, les systèmes multilatéraux, les États, les gouvernements, on n'est pas sur la bonne voie. Il faut comprendre, comment on alloue les financements. L'année dernière, à la conférence sur le financement du développement, il y avait un engagement pour investir dans l'économie des soins, mais ça c'était décidé au sein du cadre existant qui priorise les mesures d'austérité et les marchés financiers. Et donc, il y a toujours les mêmes défis parce qu'on n'aborde pas la question de la militarisation et les conséquences de cela pour la justice accessible. Donc, l'éducation inclusive, surtout les services sensibles au genre, vont réellement créer de la paix durable. Et le problème, c'est que si on ne restructure pas les dépenses militaires, on ne pourrait jamais atteindre l'égalité et laisser s'épanouir les communautés. Oui, c'est très éclaircissant. Et hier, je lisais en préparation pour ce panel, les États-Unis dépensent entre 1 et 2 milliards de dollars par jour sur la guerre en Irak. Donc,
on se dit, mais on pourrait faire énormément avec cet argent. Quand on voit des sociétés qui n'ont pas des soins de santé adéquats, qu'on a des logements qui sont hors de portée au niveau des prix, on voit des problèmes vraiment enracinés qu'on pourrait régler et on dépense sur quelque chose qui est vraiment néfaste et violente. Et l'alternative féministe, alors, ça ressemble à quoi? Eh bien, il ne s'agit pas d'un nouvel appel de redistribuer les finances militaires. Cela figure aux Nations Unies, on en parle aux Nations Unies depuis longtemps et notamment dans le cadre de l'Assemblée générale. Et hier, l'on célèbre notre 111e anniversaire. On est l'organisation des femmes pour la paix la plus vieille du monde. On a été établi pour plaider pour la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans le cadre de cet appel, il y avait également un appel pour lutter contre les causes profondes, structurelles qui entraînent des conflits. Et bien sûr, l'on voit ce qu'il se passe en Iran, en Palestine, en Ukraine. Si l'on ne comprend pas le militarisme, le capitalisme, le colonialisme, le nationalisme et la patriarchie. Une fois que l'on commence à comprendre que ces systèmes se renforcent mutuellement les uns les autres, l'on comprendra qu'ils n'ont pas l'intention de moins dépenser en matière d'armes. Il faut redéfinir la sécurité. Et je pense que l'approche féministe peut être double à cet égard. Du point de vue national, il faut institutionnaliser les soins comme étant une infrastructure critique en y intégrant une budgétisation sensible au genre, un contrôle des budgets et rééquilibrer les dépenses militaires vers les systèmes sociaux. Cela signifie que l'investissement dans les soins, la justice et la résilience face au changement climatique sont des stratégies de prévention de violence fondamentales qui nous manquent à l'heure actuelle. Et encore une fois, c'est une question de volonté politique. Et je voulais mentionner un exemple. J'ai participé à une conférence de paix catalonienne et plus de 900 propositions de la société civile et d'individus ont été présentées au gouvernement pour une politique de paix intégrée. Et cela ne vient pas d'un conflit armé, mais d'une approche ascendante. Pour répondre à la démilitarisation, à l'éducation, à la résolution des conflits, aux soins, toutes ces choses que les sociétés doivent faire pour répondre aux causes profondes des conflits. Et c'est une espèce de projet pilote que l'on peut tous observer. Et ce serait intéressant de voir comment l'on peut réorienter cela pour investir dans les sociétés. Par ailleurs, lorsque l'on s'intéresse à l'aide publique au développement, il faut utiliser cette aide publique comme outil pour démilitariser la sécurité et la justice. L'on sait que l'on investit dans la défense, la sécurité aux frontières, aux dépens d'acteurs pacifiques, féministes de base. Et ces investissements structurels à long terme doivent être un pilier essentiel de nos sociétés. Dans le même temps, il faut considérer l'aide publique au développement comme nécessaire pour investir dans les infrastructures sécuritaires préventives qui bénéficient à l'ensemble des sociétés, qui comprend réellement que l'on peut investir dans les personnes. Merci beaucoup. Vous dites en fait qu'on a besoin davantage de femmes au poste de décision. On n'a jamais fait ça avant, pourquoi pas essayer? Cela fait plus de 111 ans et on continue d'essayer d'avoir plus de place au sommet. Bon, il y a encore pas mal de travail à faire, dit la modératrice. Je me tourne maintenant vers vous, Abda. Vous travaillez à l'intersection de la politique en matière de recherche et des données sur le genre. Lorsque l'on parle d'austérité de la dette, de sous-investissement, comment ces décisions impactent-elles les femmes et les filles? Les préopinantes et de nombreuses intervenantes aujourd'hui et hier ont déjà parlé de manière assez éloquente de la crise. Ce sont les dépenses militaires qui suppriment les budgets
nationaux. Pour la première fois depuis 1995, les 4 principaux donateurs ont simultanément coupé les aides. Cela signifie qu'il y a moins d'argent vers les pays qui en ont besoin. Par ailleurs, les pays dépensent davantage en coûts du service de la dette qu'ils ne le font en dépenses du budget national. Il y a d'autres mesures d'austérité qui, là encore, réduisent la marge de manœuvre budgétaire et les finances dont les femmes ont besoin pour les services et les soutiens dont elles ont besoin. Tout cela est présenté comme étant un nouveau modèle d'aide. En fait, c'est le même modèle d'aide. Simplement, on a mis une jolie étiquette bien brillante dessus. Mais cela signifie qu'il y a moins d'argent pour les femmes, moins d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour les services sociaux, pour la protection sociale. Ces services ne disparaissent pas, ils sont subventionnés sur le dos des femmes et des filles. Le travail domestique non payé des femmes et des filles sous-tend les économies mondiales lorsque les gouvernements refusent d'offrir ces services aux communautés. Nous devons donc continuer d'investir dans ces espaces budgétaires. Il faut continuer d'avoir ces conversations. Il faut s'engager en faveur de réformes fiscales qui permettraient aux pays de disposer de la marge de manœuvre budgétaire et financière dont elles ont besoin pour investir dans leur communauté. Il faut lutter contre les flux financiers illicites qui permettent à des individus et des entreprises de ne pas investir dans des communautés tout en y extractant de la valeur et en les exploitant. ICRW a récemment publié un rapport qui examine la manière dont les pays luttent contre les facteurs structuraux de l'inégalité de genre. Et les résultats ne sont pas encourageants, je l'avoue. Ces pays se retirent de leurs engagements. Ils se retirent de leurs engagements en matière de santé, de paix et de sécurité. Ils réduisent les montants alloués aux femmes à des positions de leadership, à des positions de direction. Cela permet également aux entreprises multinationales de saper le travail souverain et les protections climatiques. Tout cela se produit à l'heure actuelle au niveau international. Il faut donc veiller à ce que l'on veille non pas à avoir davantage d'engagement, mais veiller à ce qu'ils respectent les engagements qu'ils ont déjà pris et qu'ils les financent. Il s'agit d'obligations contraignantes, il faut qu'ils les respectent. Pour ICRW et de nombreux autres militants, cela signifie qu'il faut cesser nos opérations habituelles et vraiment commencer à travailler de manière collaborative dans l'ensemble du mouvement en remettant l'accent sur l'égalité entre les genres, en exigeant des garanties financières et nous devons être dans les endroits où ils ne nous attendent pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas que l'on y soit, mais on s'en fiche, on va quand même y aller et on va demander des comptes. Certains éléments ne sont pas mesurés et devraient l'être. Quels sont-ils à votre sens? Comment y répondre? Comment répondre à cette question? Un élément sur lequel on doit vraiment mettre l'accent, c'est l'absence d'espace pour la société civile. Le financement des mouvements féministes sont réduits alors que les dépenses militaires augmentent. Et il faut vraiment interpeller ces acteurs et leur dire qu'ils sapent les engagements qu'ils ont pris et qu'ils sous-financent les personnes qu'ils sont censés servir. Et engager le secteur privé, les institutions philanthropiques, etc., à investir davantage dans les mouvements féministes. Et eux pourront demander des comptes également auprès des gouvernements. Vous êtes militante de base aux États-Unis et vous avez vu des réductions extrêmement importantes de 80% des soins apportés en matière de santé maternelle et infantile, santé reproductive et sexuelle, violences sexo-spécifiques.
Comment est-ce que l'on explique que les gouvernements disent « Ah ben non, on n'a pas d'argent pour la santé, on n'a pas d'argent pour les travailleurs de santé, etc. Mais on a de l'argent pour les armes ». En tant qu'organisatrice qui travaille au premier niveau et qui plaide pour une paix positive, durable et structurelle, je suis en colère. Et plus important encore, je me sens complètement désemparée, désespérée. Cela fait plus de 10 ans que je travaille à organiser les personnes au niveau local, national, mais également international, et tous les outils que j'utilise pour faire en sorte que les gouvernements soient redevables, pour élaborer des stratégies, pour collaborer, tous ces éléments se sont désintégrés. Il n'y a plus de droits humains, hein, il faut en être conscient. Des traités internationaux vieux de plusieurs siècles ont été violés et rendus invalides. Et les coupables, les agresseurs de ce système multilatéral, qui inclut les gouvernements, les Nations Unies, sont les mêmes institutions, les mêmes acteurs qui non seulement permettent, mais soutiennent les génocides et les atrocités de masse contre l'humanité. Je suis convaincue du rôle de la justice transformative qui demande et exige des réparations. Mais il est très difficile pour moi d'imaginer un moment où je pourrais oublier l'inaction, la neutralité et la destruction financière que l'on a vue ces 5 dernières années. Revenons par exemple à la pandémie de Covid-19. L'on a connu une désintégration, une élimination des mauvaises intentions du système social et économique mal intentionné dans lequel l'on est coincé, notamment pour les groupes marginalisés, les femmes, les filles qui ont fait face au poids des conséquences de la marginalisation raciale, ethnique et des crises. Mais ironiquement, la Covid était la première fois que j'avais de l'espoir pour une refonte complète du système. Je me suis dit, cette crise va être suffisante. Mais ce n'était pas suffisant. Trump a été réélu une deuxième fois. Plus de génocide, plus de crise de la dette, et je me suis dit, là, cette fois, ça y est, on a atteint le point de non-retour. Mais c'était toujours pas suffisant pour perturber le système. En tant que secteur, en tant que système, nous sommes vite retournés à nos opérations habituelles. Et ce qui est le plus entendu tout à l'heure, on continue de réorienter ces ressources, les éliminer des services essentiels, des services de soins, vers le militaire, et cela sous nos yeux. On sait qui est responsable de tout cela. Et cependant, les plus puissants, les décideurs les plus puissants du système ont normalisé le génocide et les tactiques coloniales. Ils ciblent de manière active des universités, des écoles, des infrastructures industrielles, des héritages historiques, culturels de nations entières. Ils bombent des écoles, des centres médicaux, ils bombent les écoles, ils attendent que les parents viennent pour voir lequel des enfants ont survécu, et ils lancent une autre bombe tout pour tuer les parents. Ce ne sont pas des temps ordinaires de guerre, ce n'est pas un écroulement ordinaire des relations diplomatiques. Il s'agit d'acteurs qui mènent des génocides et des intentions coloniales, des atrocités de masse, parce qu'ils peuvent le faire. Ce sont des acteurs extrêmement puissants qui bénéficient depuis des décennies de l'extraction et de l'exploitation. Donc pour moi, Natacha, ce qui est devenu très clair, c'est que personne ne va nous sauver. Il faut que l'on se sauve tout seul. Wow, quel argument puissant! L'on a parlé de nombreuses parties du système qui façonnent ces différents résultats, ces conclusions, et vous dites qu'il faut que l'on se sauve tout seul parce que personne ne va nous sauver. Quand on pense à ces règles dont on parle, une bonne partie de ces règles ont été conçues sans penser à nous. Qui a le pouvoir de changer ces règles? Encore une fois, on peut voir peut-être une lumière au bout du tunnel,
Je pense que l'on a atteint un point de non-retour. Je l'espère. 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent plus en services de la dette qu'en éducation et en santé. Et l'on a vu une augmentation massive du service de la dette qui représente 55% des budgets des pays à revenus inférieurs, notamment en Afrique subsaharienne en 2025. Et les États-nations qui ont le plus à donner ont augmenté leurs fonds leurs dépenses publiques dans le secteur militaire uniquement. Je veux revenir à ce point de non-retour ou à ce point de bascule qui se reflète également dans le coût humain. Pensez aux millions de personnes qui ont été déplacées, qui ont été assassinées depuis la guerre en Irak. Ce coût est non seulement économique et politique, c'est un coût également humain. Il déplace des personnes de la région Swana qui est directement attaquée, qui représente une répression extrême pour la population et les pays voisins. Il faut faire en sorte que l'on tisse ces liens autant que possible. Et moi, en tant que femme du Nord, de classe moyenne, qui a été élevée aux États-Unis, je ressens les conséquences. J'ai perdu des financements au niveau local de l'Alliance des étudiants du Michigan. L'on fonctionnait depuis 10 ans et maintenant, on n'a pas pu... maintenant, on ne peut plus fonctionner et on ne peut plus financer des étudiants. J'ai également perdu mon emploi dans le secteur international du développement qui continue de se réduire. Donc, si vous avez un emploi d'ailleurs à me proposer, dites-le moi. La façade du consentement fabriqué est en train de s'écrouler. Les désillusions s'effondrent et il est temps de se lever, il est temps de reconnaître que c'est le moment de lancer une autre révolution. Nos secteurs diplomatiques, politiques ne fonctionnent plus. Mais les masses peuvent. Des révolutions sont en cours dans de nombreux pays du monde, au Népal, au Bangladesh, aux Philippines, au Pérou, à Madagascar, au Maroc. Mais même les révolutionnaires les plus farouches sont dans des conditions très difficiles. Ils survivent à peine. Ils ont montré que assez est assez maintenant. Et il est temps de lancer des révolutions. Et tout ce qui reste, à mon sens, c'est la solidarité. Il faut que l'on finance de manière solidaire. Il faut que l'on se mette en relation, en solidarité, et il faut que l'on danse de manière solidaire. Merci. Il y a encore beaucoup à faire. Vous avez encore beaucoup à faire. J'aimerais vous poser à toutes très rapidement une dernière question pour conclure. Vous avez toutes mentionné un élément de l'architecture mondiale qui bloque les inégalités dans le système. Quel serait un élément, une règle, une norme, une institution qui, si elle était changée demain, pourrait faire changer les choses pour l'ensemble du système? Pas tout le système, mais un levier. Je vais commencer avec vous, Amrita. Si les États mettaient en place leurs engagements de manière consistante, cohérente, et s'ils étaient redevables, par exemple, on a des États qui nous disent on soutient l'égalité des genres et l'on investit dans les soins, mais ce sont les mêmes États qui vendent des armes, qui ne sont pas redevables vis-à-vis de leur population locale. Si l'on exigeait de ces pays qu'ils respectent leurs propres lois nationales, droits humains, obligations internationales, etc. On l'a dit tout à l'heure, l'on a vu des États normaliser l'impunité pour des violations fondamentales du droit international et du système multilatéral, et tout semblant de crédibilité est complètement effondré, disparaît. Donc,
les États, à mon avis, devraient être redevables de mettre en œuvre les obligations en faveur desquelles ils se sont engagés. Il y a un changement qui permettrait de changer les choses. Qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'après avoir écouté tout le monde ici et toutes les autres interlocutrices, c'est très simple, c'est très clair. Les femmes doivent avoir une participation égale parce que beaucoup de ces problèmes existent à cause des inégalités dans les structures et les systèmes qui ont été conçus depuis des décennies, depuis 100 ans. On parlait tout à l'heure, la même conversation, on l'avait il y a 100 ans. Mais ce qui a changé maintenant, c'est que nous commençons à voir un changement. On commence à voir les femmes qui se lèvent et qui prennent leur position, qui sont dans des rôles qui peuvent commencer à transformer et créer du changement. C'est d'assurer que les femmes comme Fiona peuvent être employées pour mettre en place ces changements. Et on va voir les résultats. Parce que nous, on n'investit pas dans les mêmes choses qui ont été investies dans le passé. On ne va pas investir dans les militaires, on va investir dans l'éducation, dans les systèmes de santé et on va investir non pas seulement dans nos pays, mais dans d'autres pays. Parce qu'on sait que quand on fait partie du problème, ça va être un problème dans un autre pays, donc on veut aider tout le monde. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut mettre en place, il faut concevoir et penser ces solutions, non seulement pour nous, mais pour les pays voisins. C'est aussi simple que ça. Je suis reconnaissante et je suis encouragée par toutes ces conversations parce que je le vois. Donc, continuez votre travail et parce que Women Deliver. Merci beaucoup pour cette réflexion de Kiribati. On n'a plus de temps, je suis désolée. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. On a eu tellement de réponses formidables et ça me rappelle de combien c'est important pour les femmes de se rassembler, de s'écouter, de parler des problèmes, mais aussi des solutions qu'on peut apporter. Parce que je crois fortement que quand on se rassemble, on peut créer des solutions pour le monde entier. Et étant donné maintenant le défi, on doit vraiment être à la hauteur et faire du progrès. Merci beaucoup. Merci, vous avez été formidable. Incroyable. OK. Ah bah, beaucoup de problèmes, mais vous avons également des personnes intelligentes avec la capacité de décider et de mettre en place des solutions. Donc, c'est le dernier panel aujourd'hui, avant le dernier jour demain de cette conférence. J'ai été tellement inspirée déjà. Il est facile d'être désespéré, mais je sais que quand je rencontre des personnes comme vous, on a tous de l'énergie et du pouvoir pour faire quelque chose. J'aimerais clôturer avec une proposition simple. Je pense que la plupart d'entre nous veulent vivre dans un monde où les soins sont valorisés, où les personnes sont soutenues et où les communautés ne sont pas sous pression. Et ce type de monde est possible. Parfois, j'ai mal à la tête quand j'essaye de réfléchir à ces problèmes, mais quand on parle aux personnes comme Susan ou Stéphanie, on voit que beaucoup du travail commence déjà avec les communautés sur le terrain, les organisations de base. Mais cela nécessite de reconnaître que ces inégalités dont on parle ne sont pas là, sont intentionnées. Ce n'est pas par accident que ces inégalités existent. Et la bonne nouvelle de ça, c'est qu'on peut prendre des décisions différemment. Donc, les soins ne sont pas un luxe.
les soins sont un droit. Ça fait partie essentielle de l'infrastructure. Donc là, vraiment, il y a vraiment un choix et c'est aussi une question de redevabilité. C'est à nous d'exiger que nos officiels élus mettent la priorité sur l'économie des soins. Et c'est à nous d'élire ces personnes. Merci beaucoup.